Bonjour, bienvenue sur Cyclovergne pour une nouvelle vidéo, donc un format relativement court, aujourd'hui consacré à Greg LeMond. Greg LeMond, cycliste américain iconique, très longtemps, seul non-européen vainqueur du Tour de France avant 2019 et Egan Bernal. Coureur également novateur dans sa manière de voir le cyclisme, puisqu'il va passer notamment par exemple en 1990 un contrat pluriannuel à plusieurs chiffres avec 5 millions 5 quoi, facile. Avec Roger Zani qui bâtit en contrepartie une équipe autour de lui, équipant également son équipe de ses vélos de Greg LeMond, puisque Greg LeMond est un grand innovateur au niveau matériel, puisque c'est quelqu'un qui a adoré la technologie, qui va l'introduire dans le cyclisme, guidon contre la montre en 89, cadre carbone en 86, SRM dans les années 90, le compteur dans les années 80, la fourche télescopique en 91, la selle télescopique également. Donc, ouais, quelqu'un qui s'intéressera également à la nutrition, alors qu'en fait, les gens sont contrebalancés complètement à cette époque. Vraiment quelqu'un de frais, en fait. C'est quelqu'un qui avait cette candeur du jeune skieur qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas du tout cette culture du cyclisme, en fait, qui arrivait avec un regard nouveau dans le cyclisme, une culture nouvelle, la culture américaine dans le cyclisme des années 70 et 80. Ainsi, pendant près de 10 ans, il va dominer le cyclisme, jusqu'à une fin extrêmement brutale en 92, puisqu'en 1992, dans l'espace de 2 étapes, il chute, il tombe, c'est la fin. En fait, ce qui est surtout paradoxal, c'est que le jour de son abandon en 92, c'est son ami Andy Hamstin qui l'emporte. Et Andy Hamstin et Greg LeMond étaient deux coureurs qui étaient connus pour leurs oppositions farouchement opposées au dopage. En fait, Andy Hamstin, par exemple, c'est un coureur qui n'a toujours refusé de prendre quelconque médicament et quelconque seringue. Le Mans, en fait, il acceptait vraiment à contre-coeur ceci. Notamment quand on a dû lui faire des injections de fer après son accident de chasse, il a toujours refusé. Il l'a fait vraiment à contre-coeur. Donc le Mans, en fait, il connaîtra une fin miteuse, en fait, en 1994, où il abandonnera complètement à larguer lors de la 6e étape. Ça faisait mal au cœur, ce jour-là. Et donc là, maintenant, on va arriver aux origines, d'où il vient. Greg LeMond, lui, il est né sous le nom de Gregory LeMond, donc le 26 juin 1961 à Lakewood en Californie. Donc ses parents, Bob et Bertha, effectivement, vivent dans un ranch pas trop loin de Reno, en Californie. Il a deux sœurs, Karen et Katie. Et très rapidement, en fait, le jeune Greg, en fait, c'est un gamin en fait qui peut pas rester en place. Donc ils font rando, ils font du vélo également, ils font tout comme ça pour s'amuser. Du ski, et l'excellent ski, c'est un excellent skieur, pressenti par exemple faire partie de l'équipe olympique de ski. Et lorsqu'il rencontre Wayne Wang, donc un des pionniers du ski acrobatique, et Wayne Wang, en fait, lui, il fait du vélo pour s'entraîner. Et donc tous les deux commencent à s'entraîner. Et Greg, il chine un vélo pas cher, il trouve un vélo pas cher, et donc ils vont s'entraîner. Et en fait, très rapidement, en fait, ce qui s'avère, en fait, c'est que c'est un monstre. Simplement, physiquement, c'est un monstre. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme il l'explique régulièrement, en fait, il a été diagnostiqué TDAH il y a assez peu de temps finalement maintenant. Et donc, effectivement, moi connaissant bien ce problème, comme vous savez, pour souffrir d'Asperger, en fait, effectivement, ça permet de se calmer. Et donc, en fait, ça lui sert, en fait, il explique que le vélo, ça le servait à l'origine pour se calmer à l'école. Ça se passe tout de suite, et les résultats s'améliorent. Là, que ce soit un gars, là qui s'entraîne, en fait, il faisait exprès de prendre un chemin détourné pour rentrer à la maison. Ça, c'est j'ai eu ça dans une interview de Paul Ray Lorton, qui est un de ses copains d'entraînement. Également un très bon junior qui n'a pas fait une longue carrière chez les pros, chez Z. Voilà. Pour les mêmes problèmes que Le Monde, parce que c'était des coureurs qui détestaient le dopage. Et Le Monde, en fait, est concentré, et dès cette période, en fait, confronté au dopage, au ski, et là, il explique, non, mais lui, il a jamais voulu, en fait, ça l'a découragé, donc ça le décourage effectivement. Donc il passe au cyclisme, on n'y connaissait absolument rien à ce monde, il éclate tout le monde. Et en 1980, Cyril Guimard lui propose un contrat dans l'équipe Renault. Donc il va faire ses armes et très rapidement va se révéler très bon puisqu'il termine deuxième du championnat du monde, notamment. Trois champions du monde en 83, première fois. Voilà, il va monter le Tour de France, il va montrer tout de suite que dans le Tour de France il est hyper doué. Il gagne en 86, mais malheureusement en 87, comme vous savez, il se fait plomber par son beau-frère, il prend plusieurs chevrotines, dont une qui est toute près du cœur, et donc
va résulter 35 grenailles qui en restent encore, notamment certains en péricarde qui ne peuvent pas être retirés. Donc, effectivement, malheureusement, ça va affecter sa carrière, parce que donc en 88, il revient, mais il n'avance pas chez PDM, une équipe de dopés notoire. 89, finalement, il réussit à revenir, il gagne le Tour de France, le plus beau Tour de France de l'histoire du Tour de France en 89, en seulement 8 secondes sur Laurent Fignon. 90, c'est une course-poursuite contre Capucci, mais on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe moins bien maintenant, en 90. Maintenant, on va commencer à revenir là-dessus. En fait. Parce que malgré toutes les innovations technologiques qu'il introduit, le cadre carbone de 86, les pédales automatiques avec notamment Tapi qui en fait la promotion, la nutrition, c'est un mec hyper sur la nutrition, voilà, notamment comme expliqué chez Versus, la CED chez Toshiba en 87, c'est un gars qui est à fond sur la nutrition, qui est vraiment très pro dans sa nutrition, qui est très très pro, qui est vraiment extrêmement professionnel, qui s'entraîne, qui n'hésite pas, par exemple, alors là je vais vous en parler maintenant, voilà, pour s'entraîner, notamment le SRM, ces choses-là, pour s'entraîner, voilà. Notamment parce que c'est quelqu'un qui était très en confiance avec Paul Kuchli, qui partageait les mêmes convictions anti-dopage, en fait, entraîneur suisse. Donc maintenant, on va parler de cette transition entre 90, le triomphe, et 92, les temps des doutes. Le Monde, en fait, sort sa meilleure saison, en 1990. Donc en fait, 90, c'est encore une très bonne saison encore, et il va encore s'illustrer. Mais, première année croche, il abandonne le Giro. Ah, peut-être quelque chose de bizarre. Il a son Tour de France, en fait, donc pas si confiant que ça, en fait. Il sait pas. Il comprend pas, il est champion du monde, il a un contrat. En fait, le monde, s'il a innové notamment hors matos, en fait, en étant le premier coureur à signer avec un contrat énorme, il a pu. Le contrat chez Z, c'est 5 millions de dollars. C'est énorme, ça fait environ une vingtaine de millions de dollars actuels à peu près. En fait, Z est vraiment une équipe qui tourne autour de lui maintenant. C'est vraiment en fait. Il avait hésité à signer chez Peugeot à l'époque, là en fait il a signé donc chez les directeurs de Peugeot, dirigé par Roger Léger. L'équipe est complètement tournée autour du lui. D'ailleurs, il fait venir des corps anglo-saxons, Andrew Timis par exemple, qui se tournera au VTT aussi suite au fait à cette génération de dopage. Paul Willerton, qui est son jeune compagne d'entraînement, qui fait signer. Willerton, c'est un jeune coureur qui est super prometteur en fait. Et qui, pareil, expliquera en fait qu'il découvre que certains coureurs sud-américains prennent de la cam et donc il se tournera vers le VTT et ce sera un des meilleurs VTT de la fin des années 90, notamment marathon, alors naissant. Donc, armé de cette petite armée anglophone autour de lui, Le Mans, il aborde la saison 91 avec confiance. Il pense que ça va marcher. Ah, c'est un gars, il est au top de la technologie. C'est un type ouais, comme j'expliquais, voilà, c'est un mec, en fait, c'est un exemple, ce gars. En fait, tu vois, pendant que les mecs, en fait, font la Java en hiver en Europe, lui, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. À tel point, certaines fois, qu'il fera se peut-être trop entraîner. C'est peut-être pour ça aussi, qu'il va casser le surentraînement aussi. Et aussi, il se rend compte qu'il commence à y avoir des problèmes dans ce peloton. Donc, il fait une super préparation, notamment totalement axée sur le Tour de France en 91. Il va être bien pour porter le maillot jaune sur ce Tour de France. Il pense le gagner. Il pense vraiment le gagner ce Tour de France. Et puis, bon, il passe les Pyrénées. Ça passe pas trop mal. Et puis arrive l'étape, le Val d'Oron. Val d'Oron, il y a Capucci et Indurain à l'avant. Motet qui tente de refaire encore son coup. Pascal Richard qui tente encore de faire leur coup à l'avant. Et là, d'un coup, assez brutalement dans le col du Val d'Oron, il sent que ses forces l'abandonnent. Il saute, il termine l'étape facilement que ça, bon, moins, mais pas si loin que ça. Ça lui permettrait peut-être encore d'être placé au général. Et puis, arrivent les Alpes. Et là, les Alpes, comme je l'explique, c'est un cauchemar. Il se fait larguer tous les jours dans les Alpes. Il se fait éclater. C'est un peu comme Laurent Fignon. Ils se font éclater tous les deux. C'est eux qui étaient des gloires. Andy Hamstin, pareil. Andy Hamstin. Pour revenir à Andy Hamstin, c'est quand même un gars qui gagne le Giro, qui gagne une étape sur le Giro dès sa première participation. C'est un gros moteur, c'est un super coureur. C'est un coureur de classe en montagne. C'est des mecs pour les revoir en montagne maintenant, c'était des monstres les gars en montagne. Et tous les deux ils finissent complètement largués. En plus, Le Mans explique qu'il est épuisé, il récupère plus, alors que la récupération c'était vraiment son gros avantage. C'est un coureur qui a une récupération exceptionnelle dans ses meilleures années. Alors on peut expliquer par l'accident de chasse, je pense. On peut l'expliquer par aussi qu'il a 30 ans, ça commence à vieillir un petit peu.
10 ans de vélo, il commence à être sans doute lassé aussi par ce sport. Mais peut-être pas que. Il y a des intérêts effectivement à côté, parce qu'il vient de créer sa marque, notamment de vélo. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a un autre problème. Et là, maintenant, donc, on va arriver en 1992. Donc en 1992, il décide de peut-être un petit peu changer sa préparation. En engageant un nouveau physio, il engage et voilà, donc il décide d'aller donc disputer le Tour du Pente aux États-Unis, l'ancêtre du Tour de Californie actuel. C'est plutôt l'ancêtre du Tour de Géorgie d'ailleurs, le Tour du Pente. Donc ici, il gagne le prologue. Avec Athlete Flaswall, ils vont faire une super course d'équipe, les gars. Ici, il va gagner le général. Il gagnera que ce prologue, mais il sera placé parce qu'en fait, il se rend compte qu'il ne peut plus faire des efforts très très longs non plus. Donc c'est pour ça qu'il va se concentrer sur les contre-la-montre désormais pour prendre des avantages. Mais bon, ça sera pas suffisant. Donc il faut aussi un bon Dauphiné, voilà. Un Tour de Suisse pas trop trop mauvais. C'est un 9ème de Paris-Roubaix. C'est le dernier coureur à accompagner Gilbert Duclos-Lassalle dans sa qualité de Paris-Roubaix. Donc ici, il est pas mal, franchement. Il fait pas un mauvais début de saison. Il arrive le Tour de France. Ici. On va revenir enfin sur cette chute définitive, ce symbole, cette chute définitive de Le Mans, le Tour de France 1992. Et notamment cette étape 13 et 14. Le Tour de France, en fait, 1992, ça marque un peu un crépuscule de ces coureurs de cette ancienne génération, en fait. En fait, ça marque un peu vraiment la fin, ça marque l'avènement, en fait, vraiment des années pourries du cyclisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les années où, en fait, une charrue peut devenir une Formule 1, littéralement. Alors qu'avant, les mecs, oui, il y avait de la merde dans le peloton, il y a toujours eu, mais une merde restait une merde, et un champion restait un champion. Voilà, simplement. Donc ici, le Tour de France, pour Greg LeMond, il commence pas trop trop mal. Au prologue, en fait, il est pas trop mal, il essaie de bien placer, peut-être prendre le maillot jaune. Après les Pyrénées, aussi l'équipe Z réussit un bon contrôle par équipe, par exemple. Voilà. Donc les Pyrénées, qui sont franchement escamotés cette année-là, se passent pas trop trop mal, même s'ils se retrouvent en difficulté. Ils se retrouvent en difficulté dans l'école de Marie-Blanc, c'est peut-être signe un peu d'une certaine faiblesse. Mais rien d'inquiétant. Donc il passe la plaine, et là c'est ce que je vous explique, c'est un peu le crépuscule des anciens. C'est-à-dire par exemple Yann Evans qui a 35 ans, a gagné une dernière victoire. Ici on a surtout l'avènement de cette nouvelle génération, des corps comme Armeling par exemple, comme Lino, sont des corps encore jeunes ici, qui comme normalement. Voilà. Donc arrive ensuite l'étape des pavés. L'étape des pavés, Greg LeMond, franchement il rassure tout le monde, il s'échappe, il est dans l'échappée victorieuse de Laurent Jalabert. Il va l'échapper avec pas mal de champions dedans. Donc il vient la première victoire de Jalabert sur le Tour de France. Encore cette nouvelle génération. Ici. Donc il rassure tout le monde. Il est à ce moment-là 5ème du classement général. Et on se dit, mais Le Mans, franchement, peut peut-être gagner ce tour. Enfin, lui, il pense qu'il va gagner le Tour de France. Il n'est pas mentalement détruit. C'est après que ça va venir, vous allez voir. Donc ici, le contre-la-montre du Luxembourg, finalement, commence à faire d'un gros dessus lui. Il reste un contre-la-montre, il est à son niveau, il ne gagne pas, mais surtout il se prend une tôle par une Indurain. Tout le monde, d'ailleurs, ce jour-là, se prend une tôle par une Indurain. Voilà. Les Vosges se passent moyennement, il est quand même en difficulté dans les Vosges, il n'est pas forcément largué, mais il est quand même en difficulté. Et heureusement que son équipe est bien soumise autour de lui, donc il est pas mal à ramener. Mais il y a on sent que ça commence à se rendier. Là aussi, par exemple, c'est la dernière victoire de Laurent Fignon, moi qui était le héros de mon enfance. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais Laurent Fignon. Donc voilà. Donc Laurent Fignon, ensuite la traversée du Jura, pareil, se passe. Maintenant on a quand même des doutes. On se dit, mais attends, Le Mans il veut gagner le Tour de France, il ne gagnera pas le Tour de France. Il est en difficulté toujours dans les côtes. Et lui, il va l'expliquer de cette manière suivante un peu plus tard. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Je me suis jamais senti aussi mal depuis que je cours le Tour de France, mais jamais je n'abandonnerai le Tour de France. Greg LeMond au soir de l'étape de Sestrières. Là, vous avez vu la citation, effectivement, ça se comprend. En fait, il expliquait, il a de plus en plus de mal à récupérer. Il n'arrive pas à récupérer. Il a un niveau de fer qui est trop balançant. Ou peut-être ce surentraînement, il sait pas du tout, mais ça l'assaille. Et en fait, c'est pas bon quand tu commences à être assailli par des doutes. Arrive donc Saint-Gervais. Voilà. Et Saint-Gervais, Saint-Gervais, c'est la chute. Saint-Gervais. Voilà. C'est la chute. C'est la chute finale. Puis arrive cette 13ème étape, l'étape épouvantail de ce Tour de France, avec pas moins de 5 cols à franchir.
en dehors catégorie, notamment l'Iseran, 2770 mètres d'altitude, le col le plus haut de France avec la cime de Bonnet-Restefond, qui n'est pas un col d'ailleurs. Ici, en fait, 255 km à parcourir, entre Saint-Gervais et Sestrières, une étape qui fait peur plus d'un coureur. En fait, le coureur au départ, notamment les sprinters, se demande combien de fois pour rentrer dans le délai. Et ici, dès le départ, une attaque, 11 coureurs qui vont se détacher, ici, puis deux vraiment qui vont se détacher, c'est Virenque et Capucci. Et par l'arrière, déjà des coureurs comme Abdou Japorov qui sautent des premiers cols et qui vont connaître une journée de galère. Alors Luc Leblanc qui est vraiment qui est malade, qui vit vraiment une journée de galère. Et parmi eux, Greg LeMond. En fait, c'est vraiment cette étape, c'est vraiment les Alpes en 1992 sur le Tour de France, c'est vraiment le symbole de la fin de la fin de la corner. C'est le début du grand n'importe quoi que seront les années 92-98, c'est-à-dire le grand n'importe quoi avec la foire à la saucisse. Faut résumer. Donc le monde, il parvient à passer du col du Cési, puisque les cols du Cési, ils sont pas très bien, mais il parvient à passer le col du Cési avec le peloton, puis ça roule vraiment pépouze. Ensuite, donc ils vont descendre, et encore malheureusement, ils commencent à trouver des difficultés, ils commencent à se sentir pas super. En fait, comme dans l'étape des Vosges, il va lâcher un petit peu de terrain, mais ses coéquipiers vont parvenir à le ramener, donc il va faire la descente. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, ce jour-là, j'étais présent en fait sur le bord de la route, puisque c'était une des premières étapes que je suis, puisque en fait, tout simplement, j'étais en vacances avec les parents, puisque on était au championnat de France de Bourg-Saint-Maurice en canoë-kayak. Donc, maman nous avait emmené voir l'étape du Tour de France. Effectivement, voilà. Donc ensuite, on a eu un peloton qui était tiré, encouragé. Moi, je sais que j'aimais bien Laurent Fignon, que j'ai pas encouragé Laurent Fignon ce jour-là. Voilà. Donc ensuite, ici, Lisa se présente. Le Mans, en fait, il va sauter, même pas avant Val d'Isère, il va sauter dans les faux plats de l'Iseran, c'est-à-dire les 20 premiers kilomètres assez faciles, il va sauter dedans. Il va se retrouver à déjà larguer de 4 minutes à Val d'Isère. Et là, vu le débours qu'il commence à prendre, on va se dire, mais attends, il fait comment pour terminer un délai? Donc il va réussir ici, avec l'aide de Gilbert Duclasset, avec l'aide de Flasfol, à limiter les dégâts. Il passe avec 17 minutes au sommet du col Iseran. En fait, surtout, ce sont une position qui est difficile. Il se retrouve entre les sprinters qui ont sauté dans le Cormet de Roseland et qui ont fait un groupe éto, et le peloton. Donc c'est quand même très difficile dans ce cas-là. Ils sont trois coureurs, ils essayent un peu de rouler comme ils peuvent dans la vallée. Ils vont arriver au pied du Mont-Cenis avec une vingtaine de minutes de retard. Là, ils vont récupérer le groupe Eto. Et en fait, c'est ce qui va sauver Greg LeMond ce jour-là, puisque Greg LeMond va finir dans un groupe Eto avec notamment Luc Leblanc aussi, qui vient une vraie journée galère, qui a réussi à rentrer au talent sur le groupe Eto. Voilà. En fait, la chance qu'il a ce jour-là, c'est qu'il ne se retrouve, et le malheur, c'est qu'il ne se retrouve pas avec Abdou Japarov encore plus loin. Donc, ils vont monter Mont-Cenis, ils vont monter Sestrières. Et finalement, il va finir avec 45 minutes de retard. Ce qui est en fait totalement inhabituel. Et ce jour-là, en fait, il confie le journaliste de France 2. Il dit: Je ne comprends pas. Je comprends pas, j'ai un problème, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai grimpé l'école plus vite que j'ai grimpé l'école jusque-là. Je me sens mieux que les autres années. Il y a quelque chose qui va pas, visiblement. Peu de coureurs n'ont pas connu une telle journée sur le Tour de France. Les choses sont inexplicables. Attelé Claspol après l'étape de l'Alpe d'Huez en 1992. Et le mental entamé, en fait, que vous savez bien, si vous êtes coureur, que le mental entamé, souvent c'est pas bon signe en fait. Donc, dès le lendemain, en fait, dès le deuxième kilomètre, tout simplement, dans le col Montgelèvre, qui est pourtant pas le col le plus difficile qui soit, il va sauter, il saute. Et là, c'est vraiment la vraie galère qui commence pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est même largué avant Luc Leblanc ou le Charlie Motet qui va abandonner aussi. Luc Leblanc qui finira avec 1h11 de retard. Non, ici, il saute. Il saute encore plus. Il saute même avec Gilbert Duclos de la salle. Il demande à ses équipiers de même pas l'attendre parce que je pense qu'il doit savoir que c'est la fin pour lui. Tout simplement. Donc, il va monter Montgenèvre. Il passera déjà Montgenèvre avec 5 minutes de retard. C'est énorme déjà. En 7 km, 5 minutes de retard, c'est juste énorme. En fait, il est complètement collé. Donc, il va descendre. Il va même pas réussir à recoller le peloton dans la longue descente avant Briançon. Et ensuite, donc ici, le Galibier, par son côté le plus facile, c'est-à-dire côté Briançon, c'est côté facile, c'est un long faux plat, à part les derniers kilomètres. Et bien le Galibier, tout simplement, il franchira le sommet avec 40 minutes de retard. Il est totalement déconfit, il est blême, il est mal, il est vraiment pas bien, comme il explique, il a pas du tout récupéré.
il se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas. Et pourtant, à l'avant, c'est étonnant, c'est Andy Hamstine. Andy Hamstine, c'est sans doute le coureur le moins dopé de cette époque. Andy Hamstine, c'est un mec, tout simplement, je vous en parlerai quand je parlerai de 7-Eleven, parce que je parle de 7-Eleven un petit peu, c'est un coureur qui a toujours refusé le dopage. Hamstine, c'est un coureur qui déteste comme le menthe le dopage. C'est des mecs, ils haïssent ça, ils le vomissent. Ils ont pas hésité à balancer, à critiquer, à saquer les coureurs qui se chargent, parce qu'ils connaissent ce mec qui se charge. Voilà. Hamstin, ça sera pareil. Hamstin, ça sera son crépuscule, parce que Hamstin va gagner ce jour-là, mais après il disparaîtra. Le Mans, lui, il disparaît à Saint-Jean-de-Maurienne, il est déjà presque à 1 heure, et il préfère à ce moment-là carrément arrêter les frais. Il arrête les frais, il abandonne le kilomètre 103, et ce sera la dernière fois qu'on le verra vraiment bien sur Tour de France. En fait, l'année suivante, il sera tellement mal, avec parce qu'en fait, entre-temps, il apprend qu'il souffre donc d'une myopathie mitochondriale due au plomb qu'il a pris en 87, donc il comprend enfin le mal qu'il a. Donc il décide de s'entraîner mieux, avec notamment Paul Koechli et Adrie van Diemen, son entraîneur, qui leur recommande d'utiliser le SRM, donc le capteur de puissance, à leur balbutiant. Donc il va s'entraîner mieux, il pense que c'est encore meilleur, mais en fait, il n'y arrive pas. Il va abandonner le Giro à la 20e étape complètement cramé, alors il fera une 193 quasi blanche. En fait, en 93, quand même pour dire, Laurent Fignon, qui était quand même coureur, qui prenait quelques merdes, en fait, notamment des amphétamines, il abandonne aussi. Fignon, il expliquait, il arrive à un moment, vers les la demi, il a 38 minutes de retard. En fait, tout simplement, cette vieille génération est en fait terrassée par une génération de coureurs sous médoc. Voilà. Et finalement, Greg LeMond, en fait, il finira par abandonner en 1994, il retente le Tour de France. C'est une année où se semble un tout petit peu mieux, mais en fait, où c'est vraiment pas mieux. Donc il abandonnera le Tour de France. Au terme de la 6e étape, alors qu'il est complètement largué, il montera dans le balai comme un vulgaire sprinter en étoile de montagne, et ce sera la fin pour lui, puisqu'il abandonne sa retraite, tout simplement parce qu'il ne peut juste plus faire d'efforts à cause de sa maladie. Terrible des Galles, Greg et Didier en grande discussion. On a du mal à vous demander, Greg, aujourd'hui, si ça a été la journée la plus difficile de votre vie. Oh non, j'ai passé encore de plus pire que ça. Mais c'est dur quand même pour une carrière. J'ai passé une journée comme ça, le jeu de l'Alpe d'Huez 92, où je suis obligé d'abandonner. C'est une chose d'abandonner une autre course, mais le Tour de France, c'est difficile à abandonner. Est-ce que c'est votre dernier Tour de France, Greg? Je crois plutôt, c'est possible, oui, mais avant de dire ça, je veux quand même faire des contrôles médicaux pour voir s'il n'y a pas un petit problème qui gêne la santé. Je ne sais pas. Je ne sens pas malade, je sens que vide, c'est tout. Vous allez rentrer à Courtrai? Oui, j'espère, oui. Plus de télé, plus de Tour de France? Pour moi, c'est difficile quand je ne suis pas dans la course. Peut-être quand j'arrête le vélo, vraiment, je vais trouver plus intérêt. Quand même, ça m'excite de regarder le Tour, mais ça fait mal au cœur aussi. Mais ça fait plus mal quand je suis dans le peloton et je ne peux plus suivre. Ça, c'est le plus pire. Alors, à côté de vous, quelqu'un qui, lui, a eu très chaud aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, comme je l'expliquais, c'est que Le Mans expliquait également qu'à cette époque, il savait déjà qu'il souffrait du myélome, qui l'affecte à l'heure actuelle. Donc ça le diminuait vraiment. En fait, il expliquait tout simplement qu'il ne pouvait plus faire d'efforts supérieurs à une demi-heure. Donc c'est vraiment, sur les contre-la-montre, il pouvait exister, sur les prologues, il pouvait exister, mais sur les courses, simplement, il ne pouvait plus du tout exister. Donc il préfère prendre la décision sage d'arrêter, donc il arrête. Il se consacrera un petit peu au sport automobile, peut-être que j'en parle un jour sur Cycle GP d'ailleurs, de Greg LeMond en sport auto, parce qu'il fait du tourisme notamment, de la Formule Ford, tu feras. Il continue sa marque de vélo, LeMond, qui va devenir une bonne petite marque, qui sera rachetée par Trek, et qui sera supprimée par Trek sur ordre de Monsieur Lance Armstrong. Alors qu'il avait deux équipes professionnelles, notamment LeMond, il avait, à cette époque-là, dans les début des années 2000. Puis bon, voilà, il fait sa petite vie, il a ses gamins, avec sa femme, avec laquelle il est marié depuis 40 ans. Voilà. Et ça sera surtout le plus gros pourfendeur de Lance Armstrong dans les années 2000. C'est lui qui quasiment voit le premier que c'est un tricheur en fait. Donc c'était Lionel Cyclo-Auvergne, je crois. Cyclo-Auvergne. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa un petit abonnement. Allez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mettez un petit like aussi, c'est toujours sympa un petit like. Vous avez vu, je vous parle un petit peu d'autre chose que du cyclisme dernière. Commentez, toujours si. Ou alors à partager. Donc au revoir. Et puis je pense qu'on sera fait plus que les Alpes, je pense, cette année.